La question, maintenant qu'on sait que la viande, elle a des choses bénéfiques, mais également des dangers quand on en consomme trop, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire sa consommation de viande dans les niveaux plus sécuritaires rapportés par les autorités compétentes, pour autant ne pas s'exposer à des carences en protéines, en vitamine B12, en zinc et en fer. Pas considérer la spiruline comme une alternative aux protéines. Donc si vous arrêtez la viande, ajoutez un petit peu de chocolat dans votre alimentation. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Arc Nutrition. Je m'appelle Virgile, je suis médecin, passionné de prévention et passionné par comment est-ce qu'on peut améliorer sa vie et sa santé par les choix des comportements de santé et cette fois-ci par l'alimentation. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de gens, la viande. Est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est mauvais? On sait depuis quelques années que la viande transformée, c'est un cancérigène, mais c'est quoi la viande transformée? Est-ce qu'on doit en manger beaucoup pour garder ses muscles? Est-ce qu'on doit en manger pas beaucoup pour éviter d'avoir des problèmes? Bref, on trouve de tout et son contraire sur Internet. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va poser un petit peu les bases et je vais vous donner des informations scientifiques pour qu'à la fin, vous puissiez faire vos propres choix, éclairés, en conscience, avec des informations vérifiées par la science dans lesquelles vous allez pouvoir croire pour de bon. En 2022, on a en moyenne en France mangé 65 kg de viande par personne. Ça fait à peu près 180 grammes par jour. La viande, c'est un aliment qui rentre, comme beaucoup d'autres, dans la diète méditerranéenne, qui est aujourd'hui la diète la plus recommandée pour rester en bonne santé. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet que je vous invite à aller voir. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la compréhension des types d'aliments, n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à la vidéo glucides, lipides, protides qui vous explique bien comment faire la différence entre les constituants des aliments. La viande, c'est super intéressant pour plusieurs choses. Premièrement, pour les protéines. Les protéines, c'est l'élément constitutif de base des muscles, mais également l'élément constitutif de plein d'hormones et de plein d'éléments qui servent à votre corps à fonctionner normalement. Les protéines, elles vont être utiles pour faire du muscle et le muscle, il va être utile pour garder votre autonomie. Il y a deux énormes études qui ont été publiées il y a longtemps déjà, en 99 et 2000, par l'équipe de Taina Rantanen, qui disent que plus vous avez de la masse musculaire dans vos 40-50 ans, plus vous restez autonome et non dépendant pour les actes de la vie courante 20 ans après. Donc c'est une très bonne chose d'avoir des muscles. Et pour avoir des muscles, il faut manger des protéines et faire de l'exercice. Et ces protéines, elles peuvent venir de la viande, mais elles peuvent aussi venir d'ailleurs, on le verra. La viande, c'est très bien aussi pour apporter du fer. Le fer, c'est un élément constitutif des globules rouges qui sont hyper utiles pour amener l'oxygène depuis vos poumons via le sang à tous vos organes et c'est très important d'en avoir assez. Mais on trouve du fer dans d'autres aliments que la viande rouge. Le fer, il sert aussi à la maturation cérébrale de l'enfant. On trouve également du zinc et de la vitamine B12 qui vont être utiles pour l'immunité, pour la vision, pour plein de fonctionnements du corps humain et pour se sentir globalement en bonne santé et avoir de l'énergie, lutter contre la fatigue. Donc globalement, la viande, c'est un très bon aliment, la viande blanche, la viande rouge, ce sont des très bons aliments parce que c'est riche en protéines, que c'est riche en fer, que c'est riche en zinc et que c'est riche en vitamine B12. Mais la viande, ça peut aussi amener à des risques. On sait aujourd'hui que la viande transformée, c'est un cancérigène de classe 1A, c'est-à-dire qu'on est sûr et certain que si on en mange plus qu'une certaine dose, pendant suffisamment longtemps, intensité d'exposition, durée d'exposition, on va développer un cancer. Alors en l'occurrence, il a été montré que le risque était important pour le cancer colorectal avec la viande transformée. La viande transformée, c'est la charcuterie. Et le problème de la charcuterie, c'est tous les dérivés nitrosés qu'on va surtout utiliser pour produire rapidement et en grande quantité de la charcuterie. On parle évidemment des nitrates et des nitrites que vous pouvez retrouver sur les emballages de vos paquets de charcuterie industrielle, mais toutes les charcuteries ne contiennent pas de nitrates ou de nitrites. Vous pouvez avoir par exemple des AOP comme l'AOP jambon de Parme, comme l'AOP noir de Bigorre, dans lesquels vous avez dans le cahier des charges 0 nitrate, 0 nitrite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun dérivé nitrosé,
parce que dans le processus de fabrication et même dans celui de salaison, on peut avoir des composés nitrosés, mais on en a moins qu'avec les nitrates et les nitrites. La dose qui expose à un risque de cancer colorectal, elle n'est pas si importante que ça. Dès 50 grammes par jour, on augmente son risque d'avoir un cancer colorectal et chaque unité supplémentaire de 50 grammes, 50, 100, 150, c'est quasiment 20% de risque accumulé supplémentaire d'avoir un cancer colorectal. Ça, c'est pour la viande transformée. Et la viande rouge, elle, c'est un cancérigène de classe 2A, cancérigène probable. Ça veut dire qu'on n'est pas certain que ça soit cancérigène chez l'homme. Par contre, on est sûr que c'est cancérigène chez des animaux. Alors, la viande rouge, elle, c'est un cancérigène pour le cancer colorectal à nouveau, mais également, possiblement, pour le cancer du pancréas et pour le cancer de la prostate. Et les recommandations, c'est de manger moins de 500 grammes par semaine. On est loin des 180 grammes en moyenne par personne et par jour qu'on a en France en 2022. Moins de 500 grammes de viande rouge par semaine. D'un côté, on dit que c'est bien de manger de la viande, de l'autre côté, on dit que c'est dangereux. Finalement, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, le régime méditerranéen l'apporte assez bien. Il dit, la viande, on en mange 2 à 3 fois par semaine, plutôt des viandes blanches dans lesquelles on a moins les risques puisqu'ils sont liés à la viande rouge essentiellement, et notamment au fer héminique, c'est-à-dire le fer qu'on retrouve dans le sang, ce fer héminique qui va interagir avec la muqueuse de l'intestin, c'est probablement le mécanisme physiopathologique du cancer colorectal médié par la viande rouge. Donc, plutôt de la viande blanche, et la viande rouge, on va la prendre plutôt comme plaisir, plutôt comme condiment. Dans le régime méditerranéen, il parle d'ailleurs de viande rouge condiment. C'est pour donner du goût aux autres aliments. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne peut pas se faire un steak ou une entrecôte, voire même une côte de bœuf, mais il faut vraiment que ça soit de l'ordre de l'exceptionnel. 500 grammes de viande rouge par semaine, 2 à 3 fois de la viande en général, pour le régime méditerranéen. Au-delà des risques cancérigènes, la charcuterie et la viande rouge sont liées à un surrisque de maladies cardiovasculaires et métaboliques, notamment à cause de leur richesse en matières grasses et en acides gras saturés, qui vont participer à la genèse des plaques d'athérome, qui vont pouvoir obstruer les artères, les boucher petit à petit, et donner au niveau cardiaque un risque d'infarctus du myocarde, et au niveau des artères des jambes, un risque d'artérite oblitérante des membres inférieurs. Si ça vous intéresse qu'on parle de ces pathologies-là, de comment elles se manifestent et qu'on discute un petit peu plus médecine, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et je ferai des vidéos avec plaisir. La question, maintenant qu'on sait que la viande, elle a des choses bénéfiques, mais également des dangers quand on en consomme trop, c'est comment est-ce qu'on fait pour réduire sa consommation de viande dans les niveaux plus sécuritaires rapportés par les autorités compétentes, pour autant ne pas s'exposer à des carences en protéines, en vitamine B12, en zinc et en fer. Alors, premièrement, pour les protéines. Pour les protéines, il faut garder en tête que 100 g de viande, c'est pas 100 g de protéines. 100 g de bœuf, par exemple, ça va être à peu près 26, 27, 28 g de protéines. Et le reste, c'est de la flotte, c'est du fer, c'est d'autres micronutriments. Mais c'est pas 100 g de viande égale 100 g de protéines. Et donc, on peut faire des tableaux d'équivalence en sachant que, ok, j'avais l'habitude de manger 100 g de viande le lundi, j'ai envie de les enlever. Donc, je veux me trouver une solution pour apporter les 26 g de protéines qui me manquent. Alors pour ça, j'ai tapé dans Google « protéines en fonction des aliments », j'ai regardé ce qui sortait et j'ai classifié les choses en 3 catégories. 1. Les vrais putaclics. 2. Les idées qui seraient pas si mal que ça, mais en fait qui peuvent pas être considérées que sous le spectre des protéines. Et 3. Les vraies alternatives. 1. Les vrais putaclics. La spiruline. La spiruline, on dit que c'est vachement bon pour les protéines. En effet, c'est 57 g de protéines au 100 g. Mais les experts du sujet de la spiruline recommandent d'en manger en moyenne 3 g par jour, ce qui vous fait un apport d'à peu près 1,5 g de protéines. Sur les 70 dont j'ai besoin, c'est loin d'être suffisant pour apporter ce qu'il faut. Deuxième, la morue séchée. Alors la morue séchée, c'est magnifique, c'est extrêmement riche en protéines, quasiment 47 g au 100 g. Sauf que ça contient aussi 23 g de sel au 100 g.
là où il est recommandé de manger moins de 5 grammes de sel par jour pour éviter d'avoir des problèmes, notamment d'hypertension et de filtration rénale. Donc la morue, mauvaise idée si on la laisse sécher. Ce qu'on peut faire, c'est la dessécher, la dessaler, comme on la prépare naturellement. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà mangé de la morue séchée, c'est imbouffable, il faut d'abord la traiter. Et quand on la dessale, eh ben, elle retrouve un taux classique de 26 grammes au 100 grammes. Donc c'est chouette, c'est un poisson qui est pas mal, mais c'est pas du tout un aliment miracle qui vous permet d'avoir 47-48 grammes de protéines au 100 grammes. J'ai vu aussi dans les alternatives à la viande des grisons. Alors s'il n'y a rien qui vous choque dans l'énoncé, je vous le refais doucement. J'ai vu dans les alternatives à la viande des grisons. Ça marche pas. Il faut que les gens qui font les sites d'alternatives à la viande se posent un petit peu. Après, la viande des grisons, ça reste une viande, c'est cool. C'est riche en protéines parce que c'est une viande séchée. Il y a moins de flotte à l'intérieur, c'est un peu déshydraté. Et donc du coup, au 100 grammes, on enlève de l'eau, on ajoute relativement des protéines. Par contre, on ajoute du sel. Voilà. La viande des grisons, c'est bon, mais c'est très salé. Donc je vous le conseille vraiment pas. Et puis encore une fois, si vous voulez éviter la viande, mangez pas de la viande. C'est dans l'énoncé. Et puis, on retrouve aussi le soja. Le soja, c'est 38 grammes de protéines au 100 grammes. Ça peut sembler vachement bien, mais on parle du soja graine entière. Et personne mange le soja en graine entière. On le mange tous traité, raffiné. Et là, on est plutôt sur des galettes de soja qui vont apporter 12 grammes de protéines au 100 grammes. Donc finalement, dans la majorité des aliments qui sont présentés comme miraculeux, en fait, non. C'est soit des aliments imbouffables, soit des aliments qu'on ne mange pas en tant que tels. Ça, on les met de côté. C'est probablement des choses qui peuvent être utiles. La spiruline, on peut probablement la manger pour d'autres raisons, mais on ne peut pas considérer la spiruline comme une alternative aux protéines. En tout cas, pas si on veut avoir assez de protéines pour rester en bonne santé et fonctionnel sur le long terme. Deuxièmement, les idées qui pourraient être sympas, mais qui exposent à des problèmes de quantité si on les prend seules. Là-dedans, il y a les légumineuses. Les légumineuses, c'est pas mal. Les lentilles corail, les lentilles vertes, ça, c'est globalement du 26 grammes de protéines au 100 grammes. Pas mal, pareil que la viande. Sauf que, on parle de lentilles sèches. Et les lentilles, ça se mange pas sec. Faut les faire cuire, ça gonfle, et 100 grammes de lentilles sèches, ça devient à peu près 300 grammes de lentilles réhydratées, cuites. Ce qui veut dire que vous êtes obligé d'avoir 300 grammes de lentilles pour avoir l'équivalent de 100 grammes de viande. Ce qui peut poser un problème de quantité. Donc, il ne faut pas le considérer tout seul. Deuxièmement, les graines de lin. Les graines de lin, c'est pas mal, c'est 24 grammes au 100 grammes. Mais les graines de lin, on n'en mange jamais 100 grammes. Une cuillère à soupe bombée, ça va être aux alentours de 7-8 grammes. Quand on dit saupoudrer des graines de lin dans vos salades, ça fera un apport en protéines. Ok, mais c'est marginal. Il faut que ce soit en plus de plein d'autres choses si vous voulez avoir un apport suffisant. Apport suffisant, j'insiste, parce qu'il est nécessaire pour rester en bonne santé sur le long terme. Troisième aliment dans la catégorie des problématiques si pris seul, c'est les amandes. Les amandes, c'est pas mal, c'est 23 grammes de protéines au 100 grammes. Sauf que c'est aussi 51 grammes de matière grasse au 100 grammes. Donc on ne peut pas compter dessus. Sinon, on apporte beaucoup trop de gras et une fois de temps en temps, pourquoi pas? Mais sur le long terme, c'est pas quelque chose qu'on peut conseiller. Et ces aliments, les amandes, les oléagineux en règle générale, les graines de lin et tous les apparentés, eux, doivent être considérés comme des choses qu'on peut associer, agglomérer, combiner dans une alimentation méditerranéenne qui peut être végétarienne ou qui peut s'associer à une consommation de poisson, d'œufs, mais pourquoi pas sans viande, dans l'objectif de garder assez de protéines. La troisième catégorie, c'est les aliments qui sont des vraies solutions. On ne parlera pas ici du régime végan, mais bien d'un régime sans viande et d'une alternative à la viande. Premièrement, le poisson. Le poisson, c'est en moyenne 24 grammes de protéines au 100 grammes et c'est variable. Le thon, par exemple, c'est plutôt 30 grammes, les crevettes, c'est plutôt 19 grammes, le saumon, c'est 23-24 grammes. Attention aux poissons comme le saumon qui peuvent être des accumulateurs, notamment de métaux lourds, surtout dans des conditions de pisciculture intensive. Mais globalement, surtout si bien sourcé, le poisson, c'est une bonne solution alternative. En plus, c'est souvent plein d'acides gras polyinsaturés, comme les oméga 3 et les oméga 6, qui sont super utiles au fonctionnement du corps humain. Deuxièmement, le seitan.
Le sétane, c'est un dérivé végétal dans lequel on a 21 grammes de protéines au 100 grammes. Mais attention, c'est extrêmement riche en gluten, le sétane, et tout le monde ne peut pas le tolérer sur le plan digestif. Vous pouvez l'essayer, vous pouvez si ça vous convient, mais vous forcez pas. Si vous ne le tolérez pas sur le plan digestif, il y a d'autres choses qui existent. Les œufs, globalement les œufs c'est 14 grammes de protéines au 100 grammes, et 100 grammes c'est à peu près 2 œufs. Donc 2 œufs par jour, voire 3, mais on peut monter à 3 sans que ça soit dangereux. Vous arrivez aux alentours de 20 grammes de protéines avec 3 œufs. C'est chouette, ça s'associe au reste et c'est une très bonne idée. En plus, les œufs, c'est hyper riche en vitamines et en oligo-éléments, donc très très bonne chose. Surtout si vous les prenez bio ou élevés plein air avec des élevages non intensifs où on sait que le sourçage, comme pour le poisson, c'est important. Dernière alternative hyper utile, les poudres de protéines. Qu'on parle de la whey, poudre de protéines de lait, qui peut être dosée jusqu'à 94% de protéines, ou les protéines végétales qui, elles, peuvent être en poudre jusqu'à 80% de protéines. C'est une très bonne alternative puisque ça vous permet, avec peu de volume et en pouvant l'associer à une alimentation tout autre, vous pouvez le mettre dans des compotes, dans du lait, dans de la flotte, dans un yaourt, d'optimiser votre apport en protéines. Tout récemment, l'ANSES a tiré l'alarme sur des décès qui sont liés à la consommation de compléments alimentaires, notamment chez des sportifs. Forcément, les médias à grand public s'en sont empressés pour faire des titres putaclic style « les protéines sont responsables de décès ». Quand on débricole l'affaire, les personnes qui sont décédées ont consommé des compléments alimentaires dans la composition desquels avait été cachée la présence de clenbutérol, qui est un stéroïde anabolisant, et d'épinéphrine, qui est une amphétamine. Donc vraiment le problème c'est pas les protéines, encore une fois c'est le sourçage. Faites attention à ce que vous mangez, mais faites attention à ce que vous achetez, à la provenance des aliments que vous prenez. Petit récap donc sur les alternatives réelles à la viande, vous avez les œufs, le poisson, le seitan et les protéines en poudre animales ou végétales. Et bien évidemment les légumineuses, les oléagineux qui peuvent s'intégrer dans une diète méditerranéenne complète, comme on l'a déjà vu ensemble. Concernant les micronutriments, puisque là on parlait juste des protéines, il faut qu'on parle des alternatives à la viande. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des alternatives au fer? Le fer, c'est quelque chose dont on a un petit peu besoin, les hommes 1 mg par jour, les femmes 2 mg par jour en moyenne, surtout à cause des règles en fait. Et il y a un truc qui est assez riche en fer, c'est le chocolat. Globalement, 2 carrés de chocolat, ce qui fait à peu près 20 grammes, ça va vous apporter les 2 mg de fer dont vous avez besoin. Donc si vous arrêtez la viande, ajoutez un petit peu de chocolat dans votre alimentation. Vous direz que c'est moi qui vous l'ai dit. Le zinc, on peut tout à fait le retrouver dans les aliments du régime méditerranéen varié. Et pour les amateurs de fruits de mer, on trouve assez de zinc dans 4 huîtres pour couvrir vos besoins journaliers. Bon, on n'a pas tout le temps la possibilité de manger 4 huîtres tous les jours. Et puis quand on a des problèmes cardiaques, on évite de manger des huîtres un petit peu trop souvent à cause du sel qui est contenu dedans, mais on trouve tout à fait dans le régime varié assez de zinc pour pas avoir besoin d'en apporter par la viande. Concernant la vitamine B12, eh bien, on devrait en apporter 3 microgrammes par jour et il est recommandé, dès qu'on a un régime sans viande, de se supplémenter. On peut se supplémenter par diverses voies, la principale étant la supplémentation orale. Et c'est important puisque la vitamine B12 va avoir un rôle dans le métabolisme corporel à vraiment de nombreux niveaux. Donc si vous voulez arrêter la viande complètement, vous vous supplémentez en vitamine B12. Si vous voulez réduire la viande, vous n'hésitez pas à commencer également une petite supplémentation en discussion avec votre médecin. En synthèse, la viande, c'est bon pour la santé tant qu'on n'en mange pas au-dessus des recommandations. Ces recommandations, c'est 500 grammes par semaine ou moins, pour éviter de s'exposer à un surrisque de cancer colorectal, de cancer de la prostate ou de cancer du pancréas. Moins de 500 grammes par semaine, c'est nettement moins que ce qu'on a déjà l'habitude de manger. Donc si vous êtes un bon viandard, réduisez ça. Si vous êtes un petit viandard, peut-être que vous êtes déjà à la limite. Et vraiment, gardez en tête que la viande rouge, il faut la manger peu et plutôt pour le plaisir. Pour les apports protidiques, utilisez d'autres sources comme la viande blanche ou alors comme les œufs, le seitan, les poissons, les oléagineux, les noix, les légumineuses et combinez-les dans le régime méditerranéen varié
équilibrée qui est aujourd'hui la diététique qui présente le plus d'avantages pour la santé, à la fois en prévention, mais également en traitement de plein de maladies cardiovasculaires et métaboliques, des cancers et des maladies neurodégénératives. On peut tout à fait réduire sa consommation de viande. J'espère que vous avez les clés aujourd'hui pour le faire. C'est important à long terme et à court terme. Dédramatiser l'affaire. Si vous avez envie de vous faire une entrecôte ce week-end et que ça rentre dans un régime où la plupart du temps vous êtes carré, eh ben c'est ok pour vous faire cet écart de temps en temps. Si jamais il y a des questions que vous avez à l'issue de cette vidéo, bien sûr, vous n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'essaye de répondre à toutes. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à la partager pour faire profiter le plus de gens possible de ces informations que je vous transmets. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo dans laquelle on parlera peut-être plus d'alimentation. Ou peut-être encore, je ne sais pas, ça dépendra. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, à bientôt, ciao. Et du coup, le parmesan, ça compte aussi comme, j'ai ouï dire que ça comptait comme protéine. Le parmesan, ouais, comme tous les fromages secs, c'est riche en protéines en fait. Sauf que le problème, c'est que le parmesan, c'est aussi riche en sel. Et si tu veux apporter assez de protéines avec 100 g de parmesan, tu vas prendre une charge en sel de malade.